Merci de nous rejoindre sur les chaînes de l'AMBC. Nous vous proposons de revivre la soirée Mage Talk Show organisée par l'Institut français de Maurice, tenue le lundi 9 mars dernier. Mage, pour mise à jour, est un talk show public conçu comme un espace d'échange et de réflexion autour des grandes mutations contemporaines à la croisée de la technologie, de la culture et des enjeux de société. Cette édition avait pour thème « Quand le virtuel dérape, violence genrée, deepfakes et harcèlement ». Cette soirée a réuni musique, quiz interactif et débat philosophique autour de notre rapport au numérique. L'événement s'est déroulé en présence de l'invitée spéciale Anushka Suryamurthy, docteure en philosophie et fondatrice de In the Chaos World. Et cette soirée a aussi réuni des experts comme Julien Guilleux-Sestier, spécialiste en IA, Morgane Laurent, psychologue, Maître Mokhtar Pertob, avocate spécialiste des questions familiales et des violences de genre, et Katia Derache, spécialiste de la cybersécurité. Nous vous invitons à découvrir les moments forts de cette rencontre. Je voudrais dire, pour commencer mon intervention, par rappeler que la France est l'un des premiers pays dans le monde à s'être doté d'une diplomatie féministe en 2019. Et l'un des piliers de cette diplomatie féministe, c'est bien évidemment la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, y compris les violences en ligne. Et l'un des symboles de cette diplomatie féministe, c'est le prix Simone Veil qui a été remis vendredi dernier. Il est remis chaque année à une personnalité ou à une organisation féministe. Il a été remis vendredi dernier au centre Marta en Lettonie et à sa fondatrice, qui œuvre à mettre en place une protection, cette organisation Marta, une protection temporaire pour des femmes victimes de violences dans plusieurs pays. Et d'ailleurs, je tiens à saluer la présence ici ce soir de Mokhtar Pertob, dont nous avons présenté la candidature pour ce prix Simone Veil cette année. Et ce prix Simone Veil, cette année, a permis de mettre en exergue le fléau des violences faites aux femmes et le besoin crucial des femmes d'accéder à la justice. Cette diplomatie féministe, elle est aussi déclinée par nos ambassades à travers le monde, les ambassades de France, notamment dans le domaine de la lutte contre les violences faites aux femmes. Et notre ambassade ne fait pas exception, puisque nous avons soutenu l'association Passerelle à travers 2 projets mis en œuvre par cette association. D'abord, l'ouverture d'une maison d'accueil de jour pour des femmes en situation de vulnérabilité. Cette maison a ouvert ses portes en novembre dernier. Et puis, deuxièmement, la diffusion d'un violentomètre. Le violentomètre, c'est un outil qui est apparu en France en 2018, qui aide à l'évaluation par les femmes de la nature et du degré des violences dont elles sont la cible. Et ce violentomètre, cet outil, a été traduit en créole mauricien et il vient d'être traduit en créole rodriguais. Il est donc diffusé à Maurice ainsi qu'à Rodrigue. Alors le thème de cette soirée, c'est les violences genrées, les deepfakes et le harcèlement. Donc je ne veux pas préempter la discussion de ce soir, mais il existe un certain nombre de risques de violences sexistes facilités par la technologie, TFGBV comme on dit en anglais. Et je voudrais rappeler à cet égard que derrière chaque deepfake, il y a une vraie vie. Et créer et diffuser des deepfakes qui sont non consentis, cela, c'est illégal en France. Je suppose que ça l'est également à Maurice, comme le cyberharcèlement de façon plus générale. Mais l'amplification par des algorithmes de ces procédés malveillants dans la sphère numérique, c'est également illégal. Et cela pose la question de l'impact des algorithmes des grandes plateformes numériques, de leur responsabilité et du peu d'efforts qu'elles font pour protéger leurs utilisateurs. Donc ça a été l'enjeu de l'adoption par l'Union européenne d'un règlement sur les services numériques, le DSA, et on pourra se poser la question de la régulation également à Maurice. Mais au-delà des risques facilités par la technologie, je pense que le numérique n'est pas qu'un problème, il peut aussi être une partie de la solution, il peut offrir des solutions pour élargir, pour améliorer l'accès à la justice pour toutes les femmes et les filles. Donc c'est, j'imagine, une question qui pourra être discutée ce soir. Je vais rendre la parole à Adrien et merci Anushka pour ton animation de cette soirée.
Bonsoir Anouchka. Bonsoir Adrien. Comment vas-tu? Ça va et toi? Merci d'avoir accepté cette invitation. Avec On est plaisir. très très heureux de te recevoir. Les femmes dans l'histoire de la philosophie plutôt contemporaine, elles ont une place importante. Alors c'est quand même un domaine ultra misogyne et les femmes ont très peu existé dans l'histoire de la philosophie. Elles existent un peu depuis la deuxième moitié du XXe siècle. On connaît plus ça pour ce qu'on appelle les sciences dures, avec l'effet Mathilda, des femmes qui ont été mises en retrait, avec des hommes qui ont récolté les lauriers de recherches souvent qui ont été faites dans des laboratoires. Mais en réalité, en philosophie comme ailleurs, on trouve beaucoup d'enseignantes de philosophie quand il y a des expérimentations chez les petits, au collège, un peu au lycée, mais dès qu'on arrive dans le milieu universitaire, c'est un milieu qui est quand même extrêmement masculin. Donc il y a eu quand même peu de place historiquement pour les penseurs femmes. Et là, en ce moment, depuis une quinzaine d'années, il y a plein de penseurs femmes qui ont entre 35 et 55 ans et qui produisent des choses extraordinaires. Si je peux donner deux références de deux penseurs que j'aime beaucoup, Cynthia Fleury et Claire Marin, qui sont des femmes qui font des conférences, qui écrivent, qui sont engagées au sens le plus noble du terme et qui font des choses assez formidables. Donc il faut en parler, oui. Et je me demandais juste, il y a un continent de philosophes, on va voir un pays de philosophes, où il y a davantage de penseurs qu'un autre. Alors, historiquement, on a beaucoup parlé de deux pays comme étant les pays des philosophes, l'Allemagne et la France. Alors, je vais répondre différemment. Moi, quand je suis rentrée à Maurice, dire que je veux rentrer pour faire de la philosophie, tout le monde m'a dit que c'était une idée complètement folle, voire un peu idiote, parce qu'on ne fait pas de philosophie à Maurice, donc nous ne serions pas un peuple de philosophes. Mais même s'il y a des lieux qui invitent à une sorte de dynamisme intellectuel, de par les rencontres, une forme d'effervescence, non, moi, évidemment, je suis convaincue que... Moi, je fais vraiment toujours le pari de l'intelligence collective. Je crois que les gens ont envie de penser à condition de trouver le bon moment, à la bonne porte d'entrée. Et donc pour maintenant aller un peu plus en détail sur la thématique, je crois, Anouchka, que tu avais une petite introduction sur le sujet. Je crois qu'il n'y a pas une journée qui se passe sans qu'on entende quelque chose, où on ait une réflexion quant à l'IA, aux réseaux sociaux, à notre rapport au numérique, que ce soit dans le cadre de notre travail, de nos vies personnelles, qu'on en ait marre de scroller, qu'on veuille se détoxifier de nos téléphones ou qu'on veuille l'enlever des mains de nos enfants, d'un conjoint, peu importe. Mais je crois que vraiment ce sont des réflexions maintenant qui sont devenues malheureusement quasiment quotidiennes. Et donc c'est en ayant cette réflexion, en fait, ce que je fais moi comme vous tous, c'est que je réfléchis à partir de moi, de mon quotidien, de ce que j'observe, de ce qui peut m'exaspérer aussi. Et c'est comme ça que, en fait, la question qui m'est venue en tête, c'est: sommes-nous prêts pour la révolution que nous avons créée ? Et je crois que cette question-là, avec des mots un peu différents, nous sommes nombreux à la poser. Et aujourd'hui, on en parlera tout à l'heure, nombre de scientifiques, de psychologues qui viennent poser cette question. Vous avez tous probablement vu comme moi des interviews de ceux qui ont été à l'origine de ChatGPT, de Facebook à l'époque, etc., qui reviennent aujourd'hui en disant, des années plus tard, mais c'est terrible ce que nous avons créé. Donc il y a une vraie réflexion qui est là un peu partout, en se demandant qu'est-ce que nous avons créé. Est-ce qu'on est un peu comme l'histoire de Dr. Jekyll and Mr. Hyde, d'avoir créé un monstre qui nous échappe, ou au contraire, ce n'est qu'un outil et à nous de pouvoir en faire un bon usage. Donc j'ai l'impression que cette question, elle est vraiment dans l'air du temps en permanence, et je me suis aussi demandé si elle était spécifique à notre époque. Eh bien, il s'avère que non, en réalité. Et je trouve ça assez intéressant de remettre aussi nos réflexions d'aujourd'hui dans une sorte de fil historique, et je crois que... j'ai envie de dire de tout temps, en tout cas assez régulièrement dans l'histoire, on a été effrayé par la nouveauté, par les innovations, par ce qu'on a appelé un peu rapidement le progrès. Et j'avais en mémoire notamment le fait que quand l'écriture est apparue, il y a eu à l'époque ceux qu'on peut appeler peut-être des sages, des penseurs, qui ont été très inquiets à l'idée de l'écriture qui allait figer quelque chose, en se disant que les individus n'allaient plus utiliser leur mémoire, on allait complètement perdre notre capacité de mémorisation parce qu'on allait complètement se fier à l'écriture. L'autre exemple que j'avais en tête, c'est l'arrivée du stylo à billes, le fameux bic. Et quand cet objet a été inventé, on a des textes encore qui montrent on va dire des penseurs ou des intellectuels de tous bords qui se sont dit, ça y est, c'est la fin de la pensée. Alors, quel est le lien entre ce stylo et la fin de la pensée ? C'est parce que le stylo à plume est le vieux stylo à plume où il fallait tremper le bec, où il fallait faire de grandes cursives, sinon le bec restait coincé dans le papier ou même se casser. C'était un geste très lent.
Et comme c'était un geste lent, il donnait le temps à la pensée, presque aux idées de faire le chemin du cerveau jusqu'à la main, en quelque sorte. Du moins, c'est comme ça qu'on le concevait. Et à l'époque, donc, nombre d'intellectuels se disent, ce stylo qui va tellement vite, il va tellement vite qu'on va écrire n'importe quoi. On n'aura pas le temps de penser avec cohérence. Et donc, en ayant en tête ces exemples, je me suis dit, est-ce que ce que l'on vit là en ce moment, ces peurs, ces réflexions qui nous habitent, elles sont spécifiques à notre époque, ou finalement, est-ce que ce n'est pas la nature humaine qui a tendance à s'effrayer, peut-être de façon un peu non nécessaire. Et en même temps, il me semble qu'il y a un mot qui nous fascine de façon assez collective, c'est le mot donc de progrès. C'est la prochaine slide. Et je sais que tout le monde sait ce que ça veut dire, mais on aime bien faire ça en philosophie, on aime bien revenir au sens des mots. Donc le mot progrès a une connotation clairement positive, hein. C'est une marche en avant, mais avec l'idée d'une amélioration. Et il y a un autre mot qui est quasiment synonyme, et il ne l'est pas, qui est le mot de évolution. Et le mot d'évolution, que je mets juste après, sous-entend aussi l'idée que quelque chose avance, mais sans qu'il y ait de connotation ni positive ni négative. Ça avance, voilà, de façon relativement neutre et impartiale. Donc déjà, là, moi, j'avais une réflexion en me disant, est-ce qu'on est dans une forme d'évolution en ce moment, ou est-ce qu'on est dans un progrès, ou alors, est-ce qu'on serait dans l'inverse du progrès, à savoir la dérive? Et la dérive, c'est exactement le mot qui a 180 degrés à l'inverse, à savoir on avance, mais on avance vers une forme de dégradation. Donc je crois qu'on en est un peu là, à se demander ce qu'on constate en termes de changement aujourd'hui. Est-on dans le progrès positif, l'évolution qui n'a pas de connotation véritable, on verra bien, ou alors est-ce qu'on est dans une forme de dérive qui nous amène vers le pire des mondes possibles, en quelque sorte? Je crois qu'en ne sachant pas très bien où se situer entre tous ces concepts, le risque, et c'est la slide d'après, c'est qu'on vient osciller entre deux extrêmes. Et on n'aime pas beaucoup les extrêmes en philosophie. Ces deux extrêmes seraient d'être dans la posture de l'éternel nostalgique ou de l'hystérique du futur. Et j'explique un peu ces deux postures. C'est le fameux « c'était mieux avant ». Peut-être que certains parmi vous être adeptes de ce type de pensée. En général, mais pas uniquement, c'est des personnes plutôt âgées qui ont un peu du mal avec ces changements aussi nombreux à l'œuvre, ou à l'inverse, de se dire, mais il y a un changement et tout changement est positif, c'est nouveau, donc c'est génial. Et en fait, les deux postures sont aussi contre-productives et aussi stériles intellectuellement l'une que l'autre. De dire que c'était toujours mieux avant, que ce sera toujours mieux, peu importe ce qui arrive, en réalité, ça empêche la pensée. Et ce qu'on essaie de faire en philosophie, c'est de refuser ces deux pensées extrêmes pour se demander au milieu, je crois que ce n'est que ça la démarche philosophique, de s'interroger pour se demander quel est le gain et quelle est la perte. Donc on pose les choses, on les analyse et on tente de comprendre davantage en déconstruisant. Donc quel est le gain et quelle est la perte? Et donc j'ai identifié, moi, deux gains. Premier gain, c'est la prochaine slide, c'est le gain de temps. Et je pense qu'on est tous assez contents de ça, hein. Le temps de la communication, le temps de transfert de l'information, c'est quand même un bénéfice, je crois, non négligeable. Toujours dans le gain de temps, c'est la prochaine slide, il y a des images ici qui appartiennent déjà à une autre époque. Je pense que personne n'est nostalgique de fait de devoir aller fouiller dans des dossiers interminables. Moi qui ai passé de très très longues années dans ce type de lieu, le fait de pouvoir trouver une information très vite, tout de suite, immédiatement, c'est plutôt un confort. Donc premier gain de cette nouveauté, le gain de temps. Deuxième gain, et c'est l'autre slide, c'est le gain de liberté. Et là, je vous ai mis après une photo qui fait encore un peu futuriste, mais en réalité, on nous dit de plus en plus que c'est une photo qui appartient à notre époque, à savoir tous ces objets, robots, etc., qui arrivent dans nos sociétés, qui arrivent dans le monde du travail. On peut parfois être un petit peu inquiet de cette nouveauté, mais en réalité, et on en parlait tout à l'heure avec Julien au début, ça m'a fait penser, moi, c'est l'arrivée de ces robots, pour le dire de façon un petit peu rapide, dans nos sociétés, dans le monde du travail, ça m'a fait penser à une autre image qui, elle, est bien plus ancienne. C'est la prochaine image et on revient à l'Antiquité gréco-romaine. Et là, je dois faire une petite parenthèse, enfin un petit temps de pause pour vous rappeler comment fonctionnaient ces sociétés qui font partie du berceau, en tout cas, de nos civilisations européennes. Chez les Grecs, par exemple, le travail était complètement conspué. On ne travaillait pas. C'était des gens qui n'avaient
qui n'étaient pas respectables et pas respectés qui travaillaient, à savoir les esclaves. Quand on était un noble, quand on était un notable, on ne travaillait pas et on passait son temps à déclamer de la poésie, à participer à des concours de récitation, à jouer de la musique, à faire du sport, beaucoup, à faire beaucoup la fête aussi. Hein. Les Grecs sont connus pour des banquets avec beaucoup d'excès, mais en tout cas, on ne travaillait pas. Le travail était le fardeau des esclaves. Et je me suis dit, pourquoi est-ce que ce ne serait pas la même chose aujourd'hui? Et les esclaves d'hier seraient les robots de demain. Et comme les Grecs, on aurait des vies libérées de tout ce fardeau du travail. Et donc, on pourrait imaginer alors avoir un véritable gain de liberté. Pour ceux qui ne le savent pas, j'aime bien rappeler souvent l'étymologie du mot travail. Ça vient du latin tripalium qui veut dire torture et instrument de torture. Donc si on peut se rappeler de la torture extrême qu'est le travail, si on peut s'en libérer pour être dans une vie de loisir, telle que le disaient les Grecs et les Romains, ben, pourquoi pas en fait. Donc voilà au moins deux gains, gain de temps et gain de liberté. Mais quelle est la perte? Ou quelles sont les pertes? Parce qu'évidemment, si je m'arrêtais là, ce serait génial. Et puis, il n'y aurait plus rien à penser. Mais si on continue, il y a évidemment des pertes. Et donc, quelle est la perte ici? Et là encore, j'ai identifié deux pertes. La première, c'est une perte de capacité critique. Ce que je veux dire par là, c'est le fait qu'on ait de plus en plus de mal à, pas simplement à penser, parce que je crois que tout le monde pense et tout le monde pense qu'il pense, mais on a de plus en plus de mal à penser par soi-même, à s'étonner, à questionner véritablement les choses et à déconstruire. Alors, ce n'est pas du tout moi qui le dis, hein. Nombreux sont les philosophes qui l'ont dit. Et juste après, je vous ai mis un extrait de l'un des philosophes les plus célèbres de l'histoire de la pensée, Emmanuel Kant, qui appartient à ce fameux siècle des Lumières, au XVIIIe siècle, qui écrivait « Sapere aude », qui veut dire « Aie le courage de penser par toi-même ». Voilà la devise des Lumières, du fameux siècle des Lumières. Paresse et lâcheté sont les causes qui font qu'un si grand nombre d'hommes, après que la nature les eut affranchis depuis longtemps d'une conduite étrangère, restent cependant volontiers toute leur vie dans un état de tutelle. Ce que dit Kant, les gens deviennent adultes, ils deviennent majeurs, mais pour autant ils se comportent comme des mineurs intellectuels. Ils ne veulent pas penser par eux-mêmes, ce qui serait l'apanage des enfants. Et pourquoi, nous dit-il? De par la paresse et la lâcheté. Et donc moi je me dis, cette paresse et cette lâcheté, c'est peut-être ce à quoi nous enjoignent tous ces outils qui sont là aujourd'hui. On rêvait à ce qu'ils nous rendent plus intelligents, peut-être qu'ils nous rendent de plus en plus paresseux et qu'on perd cette capacité à penser par soi-même, telle que invitait Emmanuel Kant à la pratiquer. Alors j'ai été enseignante de philosophie pendant longtemps, comme tu le disais Adrien, et quand moi j'invitais mes élèves à penser par eux-mêmes, bon, certains trouvaient ça plutôt sympathique, mais pour la plupart c'était un effort incommensurable. Ils étaient plutôt contents de ne pas devoir penser par eux-mêmes. Et nombreux aujourd'hui sont les étudiants. Je me souviens avoir assisté à une conférence de Julien qui disait que les chiffres disaient que X pourcentage d'étudiants disaient utiliser ChatGPT. Et Julien disait que tous les autres ce sont des menteurs parce que tous utilisent évidemment cet outil aujourd'hui sans exception. Donc je crois que cet argument-là, je me dis malheureusement peut-être qu'il ne parle plus véritablement, qu'en tout cas beaucoup, alors de jeunes et de moins jeunes, je crois que nous aussi on doit faire notre introspection à ce niveau-là, préfèrent ne pas penser et être dans une forme de facilité. Et donc, cette forme de facilité, on ne pense plus, ça donne quoi alors? Ça donne potentiellement la vidéo d'après. Bonne nouvelle. Au Groland, les candidats au baccalauréat pourront désormais avoir recours à l'IA durant leurs examens. Que pouvez-vous me dire à propos de l'auteur? L'auteur, du latin auctor, celui qui produit. Personne qui fait profession d'écrire, homme ou femme de lettres. Je veux vous parler de l'auteur de ce livre. Ah, ok, attendez. Poète maudit ou poète méconnu dans la France de Napoléon III et la Belgique de Léopold Ier. Charles Baudelaire n'a publié que 2 volumes de son vivant, Les Fleurs du Mal et Les Paradis artificiels. Une petite révolution qui semble satisfaire tout le monde. On nous demande d'emmener 100% d'une promotion au bac. Alors avec l'IA, on peut mettre des 20 sur 20 à tout le monde et pour le coup, c'est vraiment mérité. Et puis de toute façon, dans le monde du travail, c'est l'IA qui va se taper tout le boulot alors. Merci monsieur. Bravo, hein. Vous êtes un puits de science. Bonjour. Alors, que pouvez-vous me dire sur l'auteur? L'auteur,
du latin optor, celui qui produit. Alors ça fait sourire, n'empêche qu'on se dit on n'est peut-être pas très loin, hein, donc de laisser, de déposer son cerveau en quelque sorte, que ces outils pensent à notre place, qu'on ne produise plus rien. Et beaucoup de jeunes gens disent mais de toute façon pourquoi est-ce qu'on nous interdit cet outil à l'école? Parce que, et c'est exactement l'argument du jeune homme dans la vidéo, parce que dans le monde du travail aujourd'hui tout le monde utilise l'IA pour générer absolument tout, des mails, des rapports, etc. Pourquoi avons-nous besoin de penser par nous-mêmes? Donc potentiellement, première perte, la perte donc de cette capacité critique qui amènerait véritablement à ça. On répéterait tous la même chose, on ferait produire les mêmes contenus, on serait dans une société d'uniformisation absolue. Du moins, ce serait le scénario le moins réjouissant. Deuxième perte, c'est la perte éthique. Alors l'éthique, je sais que tout le monde sait de quoi il s'agit, mais je rappelle quand même, ce sont les principes et les valeurs que l'on a en commun. Puis d'un coup, à force de faire penser ces outils à notre place, on oublie ce que veut dire le bien, le juste, on ne s'interroge même plus sur ces questions de moralité et on abandonne complètement cette réflexion morale. Là encore, ce qui est intéressant, je trouve, avec les philosophes, c'est qu'en les lisant ou en les relisant, on se rend compte que nos réflexions, bien que ancrées dans notre époque, ne sont pas très nouvelles. Et j'ai mis juste après une citation, en tout cas vous connaissez tous l'écrivain au moins de nom, François Rabelais, dans le fameux Gargantua, avec cette phrase qui est extrêmement célèbre, où il écrivait « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Alors cette phrase, qu'est-ce qu'elle veut dire? Déjà à l'époque, on est au XVIe siècle, et déjà à l'époque, Rabelais dit on a tout un lot de connaissances scientifiques, on sait faire des choses, on sait découvrir, mais attention, si on ne rajoute pas la portée éthique à tout ça, ce sera terrible. On va inventer, on va concevoir des choses, mais il n'y aura pas de responsabilité, il n'y aura pas de réflexion morale, il n'y aura pas de réflexion éthique, donc on va quelque part vers le pire des mondes possibles. Donc il faut dans tout mouvement qu'il y ait deux types de pensée. La pensée pragmatique qui fait l'objet, qui permet d'innover, et puis en parallèle, il faut toujours, en tout cas nous dit Rabelais, il faudrait toujours la pensée éthique, celle qui pense le juste, le bien, le rapport à l'autre, etc. Et ça, vous le savez, j'aurais pu prendre des centaines d'exemples dans l'histoire de l'humanité. J'en prends un qui est peut-être l'un des exemples les plus tragiques du XXe siècle, l'exemple de Hiroshima, la bombe atomique est une prouesse scientifique et technologique, ça fait presque mal de le dire, mais d'un point de vue purement scientifique, c'est le cas, bien évidemment, mais d'un point de vue éthique, il n'y a même pas de débat à avoir. Donc évidemment, la conscience purement scientifique de la connaissance ne suffit pas, il faut y rajouter la pensée éthique. Exemple moins tragique qu'Hiroshima, mais qu'on a nous au quotidien, et c'est la slide d'après. Je vous ai mis quelques-unes d'articles, je vous laisse lire, mais évidemment en permanence ces réflexions éthiques, elles se posent partout dans les écoles, dans le monde du travail aujourd'hui, les cas de tricherie, évidemment tout ce que l'on fait, on va beaucoup en parler avec les experts dans quelques instants, en termes de violence, d'atteinte à la dignité, au respect de l'autre. Donc encore une fois, je reprends la phrase de Rabelais, « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Et tout ça, voilà, j'ai envie de commencer par vous partager toutes ces réflexions. Tout ça, ça m'a fait réfléchir à me dire où est-ce qu'on en est et quelle est notre capacité à penser tous ces objets correctement aujourd'hui. Et Quentin le disait tout à l'heure, le numérique peut aussi nous sauver à condition de savoir comment est-ce qu'on se positionne par rapport à ces objets et comment est-ce qu'on va les penser. Et il me semble... Et c'est ce que j'indique juste après, que ce terme de conscience qui est très très cher aux philosophes, c'est l'apanage, la faculté maîtresse de la nature humaine. Et les philosophes ont beaucoup réfléchi à la conscience. Il me semble qu'il faut revenir à la conscience. Et c'est un petit peu ce que je vais faire dans un instant avec nos experts. Mais juste après, pour terminer, je me suis interrogée dans la slide d'après sur le type de conscience. De quelle conscience avons-nous besoin pour traverser cette révolution sans se perdre? Et j'ai indiqué 4 types de conscience. D'abord, la conscience individuelle, c'est la capacité à avoir du discernement et à pouvoir être responsable de ce que je dis, de ce que je fais. Ensuite, il y a la conscience collective, et celle-là, elle interroge nos normes et elle refuse de banaliser la violence sous prétexte qu'elle est partout présente ou qu'elle aurait toujours existé. Il y a la conscience juridique, et on en parlera aussi tout à l'heure, c'est celle qui est capable de nous protéger, d'encadrer, de nommer la nouveauté qui survient dans nos sociétés. Et enfin, la conscience technique, qui intègre l'éthique dès la conception des outils, et non pas après.
donc la technicité et l'éthique qui devraient aller de pair. Donc voilà un petit peu les réflexions, Adrien, que j'ai voulu partager au début en me disant qu'on pourrait par la suite les aborder avec les invités de ce soir, mais ça m'a semblé peut-être pas inintéressant de remettre tout ça à la fois dans un fil historique et de voir ce que les philosophes ont pu nous apporter aussi. J'avais envie de commencer par Jean-Jacques Rousseau et je vais vous dire dans un instant pourquoi, mais voilà la citation. « L'effet est certain, la dépravation réelle et nos âmes se sont corrompues à mesure que nos sciences et nos arts se sont avancés à la perfection. » Et je crois qu'on va appeler... Et donc, on va inviter notre premier expert, donc Julien Guillot-Cestier, à venir nous rejoindre. Julien nous rejoint. Je voulais commenter un petit peu cette citation de Rousseau avec un mot très dur quand même, la dépravation. Et peut-être remettre Rousseau un peu dans le contexte. Le XVIIIe siècle, c'est vraiment le siècle de la modernité, des avancées scientifiques. Et tous les philosophes à l'époque font l'éloge de l'innovation, de la modernité. Et Rousseau a une sorte de réac à l'époque et il dit attention. Et il appelle à une forme de vigilance et il dit mais attention, toute cette nouveauté qui arrive, potentiellement, elle peut venir corrompre nos âmes et corrompre nos esprits. À l'époque, il n'est pas du tout populaire. Je crois qu'il aurait beaucoup plus de succès aujourd'hui, le pauvre, mais il va être extrêmement moqué par les autres penseurs et les autres philosophes. Et je me suis dit que cet appel à la vigilance que fait Rousseau, il a toute sa place aujourd'hui, et en l'occurrence par rapport à la thématique du numérique. Et la question que j'avais en tête, Julien, en lien avec Rousseau et ce que l'on a dit, c'est quand la technologie progresse, qu'est-ce qui progresse véritablement? Et peut-être ce mot de progrès, parce que c'est quand même presque l'outil, ton outil de travail au quotidien. Qu'est-ce qui progresse véritablement aujourd'hui selon toi? Bonsoir à tous. Je vois que ta question est biaisée parce que tu utilises le mot progrès et non pas dérive. Donc déjà, j'ai déjà un indice de ta réponse. Non, je plaisante. La dernière fois que j'étais là... Tu as le droit de changer le mot et de ne pas être d'accord, bien sûr. On peut se disputer tout de suite. Non, je n'ai pas appelé ça une dérive par mon métier, ça ne serait pas malin. La dernière fois que j'étais là, en fait, j'étais assis à la même place et j'avais conclu mon intervention en disant que pour moi, la technologie n'est jamais un problème en soi, c'est la manière dont on va l'utiliser qui l'est. Donc ça, premièrement, je le pense toujours. C'est toujours trop facile de se déresponsabiliser, de déresponsabiliser l'humain par rapport à l'usage d'un outil, quel qu'il soit. Ensuite, par rapport à ça, ma réflexion, c'est que, au final, on l'avait vu tout à l'heure, c'est que les risques, si je réponds un peu de manière simpliste à la question, oui, les risques aujourd'hui, ils sont colossaux. On fait face à une technologie qui, pour certains, nous dépasse largement. Donc, il y a des enjeux qui sont très importants par rapport à ça. On parlait tout à l'heure des deepfakes. La statistique aujourd'hui, sur une enquête plus récente de 2023, un an juste après celle du MIT citée par Adrien tout à l'heure, on était déjà à 24%. Donc, on est largement moins efficace que le hasard pour la détection de deepfake vidéo. Donc c'est de notre capacité d'humain à ne plus pouvoir justement faire des choix cohérents et des reconnaissances par rapport à ça. Mais au final, après, c'est pas très propre à l'humain de se dire qu'on va abandonner. Loin de là. On a toujours aimé les défis et l'innovation, elle nous a toujours portés. Ça amène des nouveaux défis. L'IA, en fait, ce qu'elle est probablement en train d'apporter, c'est on a des théories qui nous amèneraient vers des théories de l'abondance. C'est notamment des théories portées par Elon Musk. Alors Elon Musk va être très critiqué sur beaucoup de ces points. Néanmoins, cette analyse, elle est intéressante de pousser ça un peu plus loin. Quand ChatGPT sort, qu'est-ce que ça nous amène? On rentre dans une abondance de création de contenu. Okay, donc ça commence par le texte, ça commence ensuite par les images, ensuite par la vidéo. Ce qui coûtait 100 000 il y a 3-4 ans coûte 10 000 l'année dernière. Aujourd'hui, ça coûte 1000, demain, ça coûtera 100, etc. Jusqu'à après-demain, très rapidement, ça coûtera 0. Okay, ça devient complètement aujourd'hui gratuit de créer des textes. Donc on est véritablement dans cette économie d'abondance. Et j'ai une question
rhétorique pour vous, mais au final, y a-t-il des vols de nourriture dans les hôtels all inclusive? Pourquoi je vous parle d'hôtels all inclusive? Quand je suis arrivé à l'île Maurice, c'était il y a 15 ans, donc c'était un petit moment, j'ai d'abord travaillé 4 ans dans le groupe Beachcomber. Et là-bas, j'ai appris quelque chose. J'ai appris que dans les hôtels inclusive, ils détestent les clients qui ne viennent séjourner que 2 jours. Pourquoi? Parce que quand on arrive dans un hôtel inclusive, on surconsomme. On fait face en fait à une économie d'abondance, à une abondance de nourriture, une abondance de boissons, d'alcool, et donc on surconsomme. Le lendemain, on se réveille, on a un peu mal au ventre, on a un peu mal à la tête, et il y a toujours de l'abondance, donc on continue de surconsommer, au cas où ça disparaisse, parce qu'on n'est pas habitué à cette abondance-là, et on en veut pour notre argent. Et puis au 3e jour, on se réveille, tout est toujours là, on se dit peut-être que je suis plus obligé de surconsommer, et puis c'est là où on devient mesuré. Et le jour 4, on est mesuré, le jour 5, on est mesuré, etc. etc. Donc les hôtels all inclusive, ils ne sont pas du tout rentables quand les gens viennent 2 jours, mais ils sont très rentables quand les gens viennent plus de 2 jours et passent une semaine, parce qu'ils se font à cette économie d'abondance et ils s'y habituent. En fait, en IA, je pense qu'on en est exactement là. On est dans ces premiers jours de l'économie d'abondance. Ah tiens, et si je faisais un blog? J'ai pas besoin de faire un blog, mais puisque je peux le faire, je vais essayer de le faire. Tiens, je vais faire des poèmes, je vais faire plein de textes, je vais créer plein de contenus. Ça ne me sert à rien, mais je vais m'amuser à le faire. Et en fait, quand on s'amuse à le faire et quand on n'est pas expert dedans, souvent c'est pas de très bonne qualité, mais au final on s'en fiche parce qu'on a le droit d'essayer, nous. On a accès à quelque chose qui ne nous était pas permis. Donc ça, en AI, on appelle ça du slop. Ce qui peut être un peu critiqué dans la mesure où c'est pas de bonne qualité, mais si ça permet d'être dans des phases de démocratisation, en fait, on va voir que c'est probablement uniquement passager. Donc, on va s'habituer à cette abondance de création de contenu pour retourner à une normalité et de se retrouver avec justement cette capacité à pouvoir être raisonnable par rapport à ça. Donc il y a presque un mouvement naturel qui commence par l'excès et on parie sur une forme d'autorégulation par la suite, quoi. Moi, c'est ce que je pense. C'est ce que je pense, sur lesquels on le voit d'ailleurs très bien sur des courbes sur lesquelles il y a des courbes qui analysent le pourcentage de contenu généré par IA sur Internet. Et on voit que depuis la sortie de ChatGPT, on a dépassé les 50% de contenu généré par l'IA par rapport au contenu généré par l'humain. Et sauf qu'au lieu de voir cette courbe continuer et dépasser celle des humains, en fait, elle se stabilise. Elle se stabilise parce que, notamment parce que les humains ne veulent pas consommer n'importe quel type de contenu. Ils consomment quel type de contenu les plus intéressants et que, à force de créer des contenus moyens, les gens ne s'intéressent pas aux contenus moyens, donc les gens ne vont s'intéresser qu'aux contenus de haute qualité. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des contenus de haute qualité avec de l'IA, mais comme tout le monde fait des contenus générés par IA, c'est manifestement ce qui se retrouve le plus fréquemment. L'IA, aujourd'hui, donc c'est pas parce que ça règle pas tout. Si on n'a pas encore abordé tout à fait le fond du problème, mais on verra que les deepfakes, il y a aussi de la malveillance. Donc l'économie d'abondance, elle ne va pas résoudre la malveillance. Néanmoins, elle peut déjà résoudre une certaine partie du problème. Et donc justement, pour en revenir à Kant, je pense qu'il a raison quand il parle que la paresse et la lâcheté n'ont jamais été aussi accessibles, justement. Il est facile d'être paresseux aujourd'hui, il est facile d'être lâche. On a des outils qui nous le permettent. L'anonymat sur les réseaux sociaux, la facilité de pouvoir créer ces contenus-là. Donc il n'a jamais été aussi aisé d'être lâche, mais néanmoins, il y a l'inverse qui est tout à fait vrai aussi. Il n'a jamais été le meilleur moment d'être curieux, il n'a jamais été le meilleur moment de travailler durement, justement, pour s'approprier ces technologies et pour en sortir quelque chose de positif. Donc ChatGPT, c'est un outil qui peut à la fois vous rendre 1000 fois plus bête, comme 1000 fois plus intelligent, uniquement de la manière dont vous allez l'utiliser. Donc voilà, la boucle est bouclée par rapport à mon introduction, que au final, c'est pas la technologie le problème, c'est votre utilisation. Merci Julien. Merci Julien. Et on va appeler Morgane Laurent. Donc, merci Morgane d'être avec nous, psychologue social. On l'applaudit. Et
Et cette vidéo, elle est assez saisissante. Hein. Salomé Saké, elle en parle, elle n'est pas la seule à subir énormément de violences en ligne. Et je reprends, Morgane, ce que dit la journaliste dans la vidéo. Comment peut-on expliquer, d'un point de vue psychologique, parce que évidemment c'est ton domaine et ton expertise, qu'on ait cet outil qui aurait pu être incroyable et formidable, et Julien disait à l'instant qu'en partie ça peut être ça, libre à nous en quelque sorte, mais comment peut-on expliquer que la première utilisation en termes statistiques soit pour nuire, pour la malveillance? Et je rajoute une deuxième question à la première. Quel est le rôle de l'anonymat dans toute cette logique nocive? Merci de me donner la parole à ce sujet. Donc, je suis psychologue sociale. Donc moi, contrairement à Julien, moi, je ne vais pas partir du côté technologie, je vais partir du côté humain, parce que c'est ça mon domaine d'expertise. Donc en psychologie sociale, nous, on est les spécialistes pour étudier ce qu'on appelle les phénomènes d'influence sociale. Et le maître pour ça en France, c'est Durkheim, qui était un sociologue qui a beaucoup étudié ça. Et on s'aperçoit que dès qu'on donne un peu de liberté aux gens, tout de suite après cet instinct de liberté, il y a des instincts tout de suite qui viennent vers de la catégorisation sociale, vers de la recherche de statut et donc vers de la discrimination. Et le premier sujet de discrimination, qui est universel dans tous les pays du monde et à toutes les époques depuis toujours, c'est les rôles différenciés entre l'homme et la femme. Et d'un point de vue physiologique, mais surtout social, attention, je ne veux pas rentrer dans des raccourcis, physiologiquement, l'humain est appelé à transgresser. C'est physiologique en nous, on a un appel à ça, et les hommes un peu plus que les femmes, à cause de la fameuse testostérone, que nous aussi les femmes nous avons. Hein. Il n'y a pas que les hommes qui ont de la testostérone, mais chez les hommes c'est un petit peu plus marqué. Et puis surtout à cause des rôles sociaux qui, depuis la petite enfance, sont attribués aux hommes et aux femmes. Aux femmes, le rôle d'être de bonne mère, de câliner, de rassurer. Aux hommes, le rôle de protéger, de partir en guerre et d'être plus agressif. Donc ça, c'est l'aspect, on va dire, social de la chose. Avec les réseaux sociaux et avec les outils d'intelligence artificielle que nous avons maintenant, il y a cette notion d'anonymat qui est devenue très très forte. Avant, quand on voulait se moquer de quelqu'un, rabaisser quelqu'un, il fallait aller en face de cette personne, peut-être sur la place du village, mais ça ne touchait que les gens du village, et dire du mal de cette personne en face. Maintenant, on a cet outil magnifique qui, en quelques minutes, permet de créer une vidéo complètement fausse où on peut dénuder cette personne, dénigrer cette personne, et on peut la transmettre sans que personne ne sache qui on est. Donc, il y a vraiment un côté de coût réputationnel intact pour la personne qui dénigre. Et il y a aussi un autre effet qui est très important, de nouveau un effet physiologique. Normalement, quand on est en face d'une personne et qu'on la dénigre, on voit en direct ce que ça fait à la personne. Donc on ne peut pas s'exonérer du fait qu'on voit qu'on lui fait du mal. Et on a tous des neurones miroirs en nous qui réagissent de manière empathique à ce qu'on voit de la personne en face. Donc ça peut créer une certaine censure, une certaine licence en nous qui fait qu'on arrêtera. Mais quand c'est anonyme, quand c'est en ligne, on n'a plus cet effet-là. Donc ce qui fait qu'on arrive à vraiment un désengagement moral qui a été décrit par le psychologue Bandura, par exemple, un désengagement moral qui est propre à l'anonymat. Mais l'anonymat, ça a aussi des côtés positifs. On parlait tout à l'heure de ce qui arrive aux victimes. La première chose qui arrive aux victimes, c'est l'isolement social et c'est aussi le syndrome post-traumatique. L'anonymat peut aussi jouer bénéfiquement pour les victimes qui, si elles ne veulent pas s'exposer plus sur les réseaux, peuvent anonymement aussi dénoncer ces phénomènes et jouer un rôle positif de témoignage qui peut être anonyme pour d'autres victimes, pour les aider à sortir de cet isolement, à ne pas se dire qu'elles sont seules et à pouvoir aussi consulter des spécialistes comme les psychologues, par exemple, pour le syndrome post-traumatique. Donc, au-delà de ça, qu'est-ce qui fait que cet anonymat, il n'est pas neutre? En fait, cet anonymat, il est aussi dirigé par les types d'écosystèmes d'incitation qui sont sur ces réseaux sociaux, qui sont dans ces outils d'IA. Ces plateformes ne sont pas des espaces neutres.
Et il faut qu'on se rende compte de ça. On a un rôle à jouer à ce niveau-là. Ce sont des plateformes qui encouragent les comportements impulsifs. Anouchka en a parlé tout à l'heure, justement avec cette phrase de Kant, de nouveau, on a besoin de temps de réflexion. On ne peut pas laisser notre impulsivité commander nos actions, ce qu'on crée, ce qu'on met sur les réseaux. Il faut qu'on s'accorde des temps de réflexion, dans le bon comme dans le mauvais, dans le progrès, mais aussi dans la diffamation. On peut être très en colère contre quelqu'un un jour, ce n'est pas pour ça qu'on doit faire un deepfake. Vous voyez ? Et si les plateformes étaient faites en sorte que ce ne soit pas aussi facile de créer des deepfakes en quelques minutes, de les mettre en ligne en un clic, et qu'en plus elles ne deviennent pas virales par les systèmes d'algorithmes, et puis ce sens de la transgression qui est reconnu par les plateformes et sur lesquelles elles jouent. Les gens ne veulent pas voir des petits chatons tout mignons, c'est pas vrai, ils veulent voir des choses trash. Donc les algorithmes vont leur proposer des choses trash en premier lieu. Ce qui fait que le marginal, quelque chose qui était marginal avant, parce qu'il y a toujours eu de la transgression, ça devient très visible. Ce visible rend les choses imitables. Quand on imite, ça devient normal. Et quand ça devient normal, petit à petit, ça devient acceptable. Donc notre rôle à tous, là, j'aimerais revenir sur les 4 points d'Anouchka quand elle parlait de la réflexion. Moi, j'étais arrivée à la même conclusion. On a à agir sur 4 niveaux. Le niveau individuel, c'est réprimer nos impulsions, rentrer dans la réflexivité, dans l'introspection et s'accorder des temps de pause. Anouchka l'a dit aussi, on demande tous à être détoxifiés de nos téléphones, etc. Mais c'est notre responsabilité personnelle. Si je veux faire une vendetta contre je ne sais pas qui, je m'accorde un temps de pause, 1 journée, 2 journées pour y réfléchir avant de faire mon deepfake, par exemple. Au niveau collectif, il faut aussi vraiment faire ce qu'on est en train de faire ce soir. Des moments de réflexion collectif sur quel est le cadre éthique et moral dans lequel on veut vivre. Est-ce qu'on veut d'un cadre qui agresse nos jeunes filles, qui nous agresse nous en tant que femmes ? Moi, c'est pas plus tard que ce week-end que j'ai été agressée par une personne anonyme. J'ai reçu des messages, je ne sais pas d'où, d'une personne anonyme que j'ai été obligée de bloquer. J'ai 50 ans, je pensais qu'à 50 ans, j'étais à peu près safe avec ça. Non, ça arrive encore. Donc au niveau individuel, collectif, au niveau législatif, bien entendu, et j'ai été très contente d'apprendre qu'à Maurice, il y avait des lois aussi dures contre le harcèlement en ligne. C'est super, vraiment c'est super. Et j'ai pris une photo pour pouvoir le dire à mes patients, parce que malheureusement, j'ai aussi des patients et beaucoup de patientes qui en souffrent. Et au niveau des normes prosociales qu'on veut injecter dans ces technologies, on doit être proactif et réclamer aux acteurs de ces technologies des normes prosociales afin que ça n'arrive pas. Voilà. Merci Morgane. Je trouve que ce qui est vraiment intéressant et assez troublant, c'est les mots que tu as employés, c'est instinct, impulsivité physiologique. Donc j'ai l'impression que ces outils et tout cet univers dont on parle viennent réveiller je le dis avec des mots peut-être un peu simples et un peu dramatiques, viennent réveiller les aspects les plus sombres de la nature humaine. Tu dirais ça ou pas ? Pas forcément. L'impulsivité, c'est pas une mauvaise chose. Il faut juste voir dans quel contexte elle est employée. L'impulsivité, c'est ce qui nous permet aussi de nous sauver si un lion nous attaque ou voilà. Donc c'est pas forcément de mauvaises choses. C'est toujours une question d'emploi. Est-ce qu'on l'utilise pour à bon escient ou non ? C'est toujours la même chose. Mais effectivement, ces réseaux sociaux, s'ils appuient autant sur l'impulsivité et tout ça, c'est parce qu'il y a un côté addictif qui nous plaît. Donc, comme il y a aussi des logiques économiques derrière tout ça, évidemment que ces logiques économiques font que les modèles utilisés vont appuyer sur les boutons qui nous font réagir. Merci beaucoup, Morgane. C'était vraiment extrêmement intéressant. Troisième, avant-dernière séquence, qui est probablement la plus lourde, la plus dure, la plus pesante. Féminicide, de l'événement isolé aux symptômes structurels. Et merci beaucoup, Mochda Pertop, de nous rejoindre. Merci, Mochda. On voulait aborder... On peut applaudir, on va te présenter dans une seconde. On voulait aborder ce sujet parce que certaines de ces violences, on pourrait dire qu'elles sont
anecdotique, ça relève d'un individu qui, voilà, comme disait Morgane, qui serait pris par une sorte d'impulsion, etc. Mais il y a une violence aussi plus structurelle. Et c'est aussi celle-là qui nous intéresse parce que je crois qu'elle prend une dimension autre avec tous ces outils dont on a parlé. J'ai envie de te poser une question qui peut sembler à la fois un peu naïve, mais elle est vraiment, je crois, vraiment sérieuse. C'est comment peut-on expliquer ça? Comment peut-on expliquer ce mouvement d'un individu qui veut ôter la vie à un individu de par son sexe? Alors, les cas de fémicide, je parle de ça. Bon, je peux partager une expérience avec les clientes que j'ai eues. Je suis avocate. Et voulant protéger une cliente, je lui ai demandé de rentrer chez elle. Va chez tes parents, tu seras en lieu sûr. Et il est venu la tuer là-bas. Et deuxième cliente qui s'est fait... le mari qui lui a donné 14 coups de couteau sur le lit quand elle lui a dit qu'elle voulait partir, elle voulait le quitter. Et quand j'ai eu ces deux cas, ça m'a vraiment... Et c'est là que j'ai commencé vraiment le combat, il y a quelques années, 2 ans au moins, j'ai commencé le combat contre le fémicide à l'île Maurice. Parce que de mon expérience de vie, j'ai vécu en Inde pendant une 15aine d'années, où j'étais prof de droit. Et j'ai vu que l'Inde, c'est l'un des pays les plus dangereux pour les femmes à cause de la violence et le patriarcat. Et moi, je rappelle, je reprends toujours que la violence est liée au patriarcat. Et si l'Inde est à 100%, 200% patriarcale, à Maurice, on n'est pas loin. Et de toute façon, nos racines sortent de là-bas. On a l'ego qu'on voit à Maurice, ça me rappelle dangereusement les violences que j'ai vues et j'ai vécues en Inde. Et de retour à Maurice, quand je suis retournée il y a 8 ans, je remarquais que les femmes se faisaient tuer, mais personne ne relevait ces incidents dans les médias. C'était comme si c'était naturel, c'était normalisé. Et c'est là que je commençais à vraiment compter. Et de 2020 à 2025, il y a eu 24 fémicides. On n'utilisait même pas le mot. Je crois que j'étais la première à utiliser le mot sur Internet pour sensibiliser les gens, pour faire comprendre que c'est quelque chose de... Pour moi, le fémicide, c'est vraiment quand on tue une femme, c'est aussi tuer la confiance. Parce qu'elle se fait tuer dans un cercle familial, et c'est surtout quand elle a des enfants, et donc c'est la famille, c'est attaquer la famille qui est le noyau de la société. Alors, pourquoi je remarque qu'à Maurice, on est du genre? Je parle de la société mauricienne, je suis très pragmatique et je parle très honnêtement. Je pense qu'on fait un peu l'autruche. On va pas dire, ah, c'est pas chez nous, c'est chez l'autre. Ça ne concerne pas notre famille, notre village, notre ville, nos gens. Donc il y a toujours cette façon de voir les choses que c'est pas nous. Et donc, ça fait qu'on a commencé vraiment à jouer à l'autruche et à se dire que la violence, c'est pas nous. Mais au fait, la violence, c'est nous. Parce que la société, en criminologie, la société qui produit les criminels, c'est la même société qui produit les victimes. Et la réflexion est à 2 niveaux. Quand on parle du patriarcat, on se rend compte que la loi, elle aussi, elle est patriarcale. Qui a écrit les lois? Le code pénal qu'on a aujourd'hui, c'est le code pénal qui date de l'époque des Français, de la Constitution française. Le droit qu'on a aujourd'hui, c'est le droit français de l'époque. On n'a pas, par exemple, je me bats pour changer le code pénal. Section 242, c'était une section du code pénal qui disait que si un époux, un conjoint, le mâle, l'homme, trouve son épouse dans un flagrant délit d'adultère, le meurtre est excusable. Et donc, tous les hommes qui tuaient leurs femmes venaient dire, j'ai vu ma femme avait un amant. C'est un galant, c'est le mot qu'on utilise à Maurice, un galant. Et donc, avoir un galant, c'était très facile de prouver, ce sont des messages sur le téléphone, c'est WhatsApp, c'est ces messages. Ça devient trop facile de dire que c'est l'adultère et trop facile de pouvoir utiliser cette section. Et on a vraiment travaillé sur cette section, on a fait beaucoup de lobby. Et en 2025, en février 2025, cette loi a été abrogée. D'accord? Ça, c'est donc une petite victoire. Une petite victoire. Alors, on est en train de travailler maintenant sur nommer le fémicide. Donc, parce que tant qu'on ne nomme pas le crime, ce n'est pas un crime.
ce qu'on veut faire, c'est d'essayer de changer les choses à Maurice. Je te donne l'exemple. Si une femme se fait battre et elle va à la police ou elle va à la station, on va lui dire, voilà, prenez votre forme 58, allez à l'hôpital, faites ça, faites ça, faites ça. Elle va rencontrer 10 médecins, et puis le lendemain, elle va rentrer chez elle, et le policier va lui dire, Madame, vous sortez d'une bonne famille, votre beau-père est le prêtre de l'endroit. Tu sais, c'est toute cette société qui veut sauver la famille, et qui accepte le concept de violence comme étant partie intégrante de la notion familiale. C'est la réputation avant la protection, en fait, ce que tu Exactement. Et en Inde, on le voit encore plus, où même le viol, par exemple, fait partie du mariage. S'il me bat, c'est parce qu'il m'aime. Donc, c'est ça qu'on doit faire le unlearning, comme on dit, unlearn, et puis relearn. Mais autre chose aussi, ce qu'il faut savoir, c'est vraiment savoir la psychologie de la violence. Parce que souvent, les fémicides arrivent, c'est quand la femme veut quitter l'homme. Et souvent, qu'elle va quitter l'homme, c'est des messages qu'elle envoie à quelqu'un, à ses parents, à ses amis, que venez me chercher ou quoi que ce soit. Et ce sont ces messages qui sont interceptés, et après, c'est la mort. Donc, je prendrai l'Internet comme un couteau à double tranchant. Je dirais ça plutôt comme ça. On en revient encore à ce que je crois que tout le monde a dit, c'est la question de l'usage à chaque fois qui revient, bien sûr. Exactement. Alors, quand je parle du fémicide, c'est qu'on doit nommer, on doit sensibiliser, on doit changer les mentalités et on doit vraiment reconnaître le problème comme étant quelque chose qui nous affecte tous. Alors, moi, ce que je remarque, parce que quand même je faisais cette société mauricienne qui évolue, cette année-ci, on a eu 3 fémicides en 2 mois. 2 en janvier, 1 en février. Et celui qui est arrivé en février à Maïbourg, en espace public, c'est ce qui m'a vraiment choqué, et j'ai pas de mots. J'ai rien mis sur les réseaux sociaux cette fois-ci, tu as vu, parce que je ne sais plus quoi dire. Je ne sais plus quoi dire. On a noté comme je travaille beaucoup sur le genre, sur les femmes, on a noté depuis le Covid qu'il y a eu un backlash, une régression des droits des femmes. OK? Mais aussi, c'est qu'il y a eu un backlash contre les femmes. C'est la montée du masculinisme, la montée de toutes les plateformes, etc. Et donc, à Maurice... Toi, tu fais un lien clair entre les réseaux, les algorithmes et la violence réelle. C'est la violence réelle. C'est la violence qui se propage. C'est la violence de la manipulation psychologique des hommes, des jeunes. Quand tu parles d'adolescence, moi, mon fils qui est en train d'étudier en Inde, qui a 18 ans, mais il connaît Andrew Tate. Je me dis, comment un gosse qui est en Inde, qui est dans un pays différent, mais ils connaissent tous le film. Ils sont tous dans ces réseaux-là, ils écoutent les vidéos. Donc, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est là, qui est dispo, et que les jeunes sont attirés par tout ça. Alors, le backlash que je vois maintenant avec le crime qui est arrivé, le fémicide qui est arrivé en février, et ça c'est mon opinion personnelle, c'est qu'il y a un backlash sur le positionnement des femmes dans la société, dans l'espace public. Parce que cette fois-ci, quand vous allez voir les rapports d'autopsie de cette femme qui s'est fait tuer, la victime, elle a été d'abord défigurée avant d'être tuée. Il a coupé donc au visage, les yeux, et puis il a piqué au cœur. Ça me rappelle, et je fais le lien avec ce qui se passe en Inde, avec la médecin qui s'est fait tuer à Calcutta, le viol de Calcutta, où elle s'est fait tuer pendant qu'elle travaillait. Donc là, je pense qu'il y a une violence maintenant qui devient vraiment, c'est une haine. Et c'est ça que le mot fémicide revient encore. C'est une croissance dans la haine pour la femme, parce que tu es femme. Je veux pas te quitter, tu veux me quitter, très bien, ben tu vas mourir, tu vas payer, parce que c'est moi qui marie ici. Donc c'est ça, je pense. Et voilà, c'est ça que j'avais à dire. Concernant la cybersécurité, est-ce que vous avez remarqué, récemment, il y avait eu un cas dans le Nord, c'était dans le Nord-Ouest ou quelque part, une fille de 17 ans qui s'est suicidée par rapport à des
vidéos de pornographie qui allaient être en public sur elle. Donc moi, je pense que quand même, c'est une réflexion sur la société qu'on a. Parce que c'est une fille de 17 ans, parce qu'elle avait envoyé ses photos à son petit ami après qu'il voulait diffuser ça sur des réseaux. C'est la réflexion, c'est qu'on a les lois. On a les lois, on a le Cyber Security, Cybercrime Act, tout est basé sur le Budapest Convention, on a l'autre ICTA. Donc on a toutes les lois qu'il faut. Bien sûr, il y a des choses à ajouter, bien sûr, dans les lois, des amendements à faire. Mais est-ce que les lois sont appliquées? L'augmentation de violence contre les femmes cette année-ci, c'est la violence en ligne. Et quand vous allez rapporter les cas de violence en ligne, homocause, complainte en ligne, c'est super facile. Combien de jugements il n'y a pas, il y a eu un cas, je crois. Donc ça vous fait réfléchir vraiment. Moi, j'étais la directrice de Pédostop à l'époque, en 2022, et on avait rapporté l'affaire Telegram comme une ONG. Donc on avait une action par rapport à l'ONG, parce qu'on peut le faire à Maurice, après le jugement de Ecosud. On peut faire que les ONG peuvent apporter un cas en cours pour demander une solution. Voilà. Et le cas de Telegram, rien. Pourtant, il y avait des preuves, il y avait des témoins, il y avait des photos, il y avait tout ce qu'il fallait. Mais pouvoir poursuivre un cas en ligne, pour les cas en ligne, c'est hyper difficile, c'est pas facile. Donc, c'est vraiment faire un travail en amont, dans la prévention. Pour terminer, je dis toujours aux gens que je rencontre, et auparavant, on disait à nos enfants, et nous sommes tous des parents, on disait à nos enfants que fais attention quand tu vas dehors, ne parle pas aux gens que tu ne connais pas, ne prends pas des bonbons, ne prends pas du chocolat, etc., n'est-ce pas? Mais maintenant, on doit se rendre compte que ce prédateur sexuel qui était peut-être dehors, et maintenant est à l'intérieur de la chambre de votre enfant. Il est dans le téléphone de votre enfant. Et donc, si vous n'avez pas encore sensibilisé votre enfant sur les dangers du contenu en ligne, c'est un gros travail que vous devez faire, parce que vous ne pouvez pas le protéger tout le temps. Il doit s'autoprotéger. Donc, il y a un travail à faire là, à ce point. Merci. Moujda, juste, je peux me permettre une toute petite question. En Chine, il y a une interdiction, je crois, avant 15 ans d'utiliser TikTok, certains réseaux sociaux. En France, il y a une discussion sur éventuellement bientôt, je crois, avant 15 ans, il sera interdit d'utiliser un certain nombre de réseaux sociaux. Est-ce que c'est une réflexion en cours à Maurice? Non, pas du tout. Non, je ne pense pas, parce que je suis consciente quand même, on a un ministre de Haïti qui est très, très sensibilisé. Et on avait justement fait un atelier avec mon ONG Empower, et il nous avait parlé, il est conscient des problèmes qu'on a avec tous ces... Mais je ne pense pas pour le moment on a quelque chose. Il n'y a pas de solution. Vous savez pourquoi aussi? C'est parce que la police n'est pas formée. La police de Cybercrime Unit, ils ne sont pas formés dans tout ce qu'il faut. Donc il y a beaucoup de travail à faire. Il y a tellement de choses à faire. C'est pas seulement au niveau des parents, au niveau des enfants. Personne ne peut aller dans les écoles pour former ces enfants-là en cyberbullying et tout ça. Et pourtant, on voit tellement de cyberbullying. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est un gros travail de tous les stakeholders, comme on dit, qu'il faudra faire. Merci. On s'est dit qu'on allait aborder, Adrien, la responsabilité et protection, donc à l'ère du numérique, avec une citation de Hans Jonas. Oui, tout à fait. Une citation qui va apparaître. Hans Jonas, je lis avec vous. « Agis de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur Terre. » Alors, je voudrais prendre quelques petites secondes pour commenter cette citation avant d'appeler Katia, qui est notre dernière experte de ce soir, et surtout parce qu'Adrien me dit à l'instant, je ne connais pas ce Hans Jonas, et c'est un grand tort. Vous voyez la date, et cette phrase, qu'est-ce qu'elle veut dire? Il dit que pour tous ceux qui sont en train de penser, d'agir, d'innover, de construire, il faut en même temps agir en se disant, ce que je suis en train de faire là maintenant, ce que je suis en train de créer là maintenant, est-ce que c'est compatible avec la pérennité de la vie humaine? Est-ce que c'est en train
entraver le devenir humain ou au contraire, est-ce que c'est en train de l'aider et de l'accompagner? Et pour cela, on va inviter à nous rejoindre Katia. Deroche, qui est donc spécialiste de cybersécurité, fondatrice de Cybersécurité. Et en plus, ce n'était pas forcément une question qu'on avait prévue, mais peut-être que j'avais envie de te demander, Katia, avant de commencer sur le sujet même, qui est ton domaine d'expertise, dans la façon que j'imagine les choses, et peut-être que je me trompe, je me dis cet univers de la cybersécurité doit être un univers très masculin. Il y a peut-être peu de femmes dans cet univers-là. Peut-être de nous dire, toi, comment tu es arrivé à ce métier, à ce parcours, et peut-être après, on en reparlera de la responsabilité. Bonsoir à tous, merci pour l'opportunité d'intervenir aujourd'hui. Donc, comment je suis arrivée dans ce domaine? Déjà, dans le domaine de l'informatique, où il y a déjà très très peu de femmes. Je suis revenue à l'île Maurice en 2020. J'étais à la Banque One en tant que Head of IT et Digital. Et c'est là que j'ai travaillé en collaboration avec les équipes de cybersécurité de la Banque One. Et j'ai découvert ce métier. J'ai découvert tout ce que cette équipe fait de façon invisible, en fait, parce qu'on n'en est pas conscient, et tout ce qui a été mis en place sans qu'on soit conscient et qui permettait de protéger la banque et vos données qui sont dans les banques. Donc c'est comme ça que j'ai découvert et que je m'y suis intéressée et que je me suis spécialisée en cybersécurité. On entend beaucoup parler aujourd'hui de cybersécurité. On comprend que plus il va y avoir des outils, des modalités, plus il faut de cadrage aussi. Donc moi, c'est la question de la responsabilité qui m'intéresse. Qui est responsable de tout ce dont on a parlé ce soir? Qui devrait l'être? Il y a plusieurs échelles de responsabilité, j'imagine. L'échelle individuelle, l'échelle commerciale, c'est-à-dire ceux qui commercialisent ces plateformes et qui sont, on sait, des mannes financières importantes. Le concepteur. Donc qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que les institutions, bien sûr. Et donc voilà, ton avis, ta réflexion sur ce terme de responsabilité. Comme tu le dis à juste titre, Anouchka, alors si on prend un cas concret de cyberharcèlement, on en a eu quelques exemples ce soir, donc un cas de plus en plus récurrent, une adolescente qui a partagé une photo intime à son petit ami. Donc déjà, il y a sa responsabilité à elle. Elle a choisi de partager cette photo à un moment donné à son petit ami. Elle lui a fait confiance. Premier point. Ensuite, ce petit ami, voilà, classique, va le partager. Quelqu'un d'autre va le repartager, va commenter. En l'espace de quelques minutes, cette adolescente, enfin, son image intime a été affichée sur la place publique. Donc, chaque personne qui a contribué à cette humiliation commune est responsable. Le like, le repartage, mais aussi ceux qui ont été témoins et qui n'ont rien fait, qui n'ont pas dit c'est pas bien, qui n'ont pas rapporté. Donc tout ce monde est responsable. Il y a des deux passifs, donc complices, quoi. Exact. Et en fait, il a été prouvé, il y a des études qui prouvent que la plupart sont des bystanders en ligne. Donc, sont passifs, sont là, ils observent, parce qu'ils considèrent qu'il y a tellement de personnes et que personne ne fait rien, donc pourquoi ce serait moi? Donc, voilà. Donc, il y a le niveau individuel, il y a aussi le niveau technologique. Donc, toutes ces plateformes technologiques ont un pouvoir immense. Ils sont en train de concevoir des espaces numériques qui impactent notre comportement. Et donc, là où je suis en phase avec Julien et pas totalement, c'est que, oui, le choix individuel, on ne peut pas tout le temps se dédouaner derrière la technologie, mais quand on est baigné dans un cyberespace qui nous désinhibe ou qui anonymise, en fait, et finalement qui crée un climat, qui normalise aussi les choses, en fait, on est totalement biaisé. On perd une certaine norme, une certaine éthique. On ne sait plus, en fait, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste. Donc, la plateforme, elle a quand même ce rôle, elle a quand même cette responsabilité. Donc, pour revenir derrière les plateformes, il y a des ingénieurs. Donc, moi, j'étais dans l'informatique. Quand on conçoit une plateforme, on la conçoit. On conçoit toutes les fonctionnalités, mais il faut aussi réfléchir maintenant aux impacts que toutes ces fonctionnalités auront. Donc il y a un terme qui est le security by design, qui est de plus en plus important maintenant quand on conçoit une plateforme, de réfléchir aussi aux impacts que toutes ces caractéristiques auront sur l'humain.
Ensuite, il y a la responsabilité sociétale, les institutions, donc les lois. Donc on en a à Maurice, mais penser une loi, c'est pas juste penser à la loi, c'est penser à toute la chaîne, à tout le process, à bien définir les rôles et responsabilités sur toute la chaîne de traitement de cette déclaration. Et oui, il y a une plateforme, et c'est déjà bien qu'il y ait une plateforme MoCors, même si tout n'est pas traité. Moi, j'invite n'importe qui, tout le monde, à déclarer tout abus, toute cybercriminalité sur cette plateforme. Mais il est important que ce ne soit pas qu'une façade. Il est important aussi que la police prenne au sérieux une jeune fille qui vienne à la station de police et qui fasse une déclaration, et que la police ne la dissuade pas. Donc, il y a vraiment toute cette formation à faire. La société aussi, c'est la formation, comme vous disiez, des étudiants. C'est intervenir dans les écoles, c'est former les étudiants et les plus vulnérables, finalement, aux bons usages du numérique, aux dangers du numérique. Donc, on a toutes ces couches de responsabilité. Et moi, la question que je me pose, c'est si, au niveau sociétal, on ne fait rien, s'il n'y a pas de loi, s'il n'y a rien qui force les plateformes, parce que initialement les plateformes n'avaient pas de fonctionnalité de signalement, ça n'existait pas. Et donc maintenant, grâce au lobbying, grâce aux lois, on arrive à mettre plus de pression sur les plateformes qui finalement se doivent de mieux concevoir, d'avoir un peu plus d'éthique, ou au moins d'apparaître aussi peut-être, on ne sait pas si tout est traité derrière les plateformes, mais donc finalement ce levier, il doit agir au niveau sociétal pour basculer et mettre la pression sur les plateformes qui du coup pourraient peut-être avoir moins d'impact nocif sur les humains. Merci beaucoup Katia. Je t'en prie, merci. Katia, reste avec nous, il y aura peut-être quelques questions. On a un peu dépassé le temps, mais est-ce qu'il y aurait 2-3 questions? Aujourd'hui, là, on rentre dans des débats de liberté contre sécurité. Et que, malheureusement, de mettre trop de sécurité, en fait, ça prive énormément la liberté. Et il suffit d'un gouvernement qui nous coupe Internet pour qu'on s'aperçoive qu'au final, cette sécurité, elle s'envole extrêmement rapidement. Et quand on prend l'habitude de mettre la sécurité avant la liberté, c'est là où il y a des grands dangers. Donc, et là-dessus, je sais que c'est très, pour le coup, philosophique. On reprend le point de l'autorisation des adolescents à avoir accès aux réseaux sociaux à partir de 16 ans. Donc, c'est une sécurité. Est-ce que c'est une perte de liberté? Oui et non, parce que c'est le même principe que les adolescents ne peuvent pas consommer d'alcool avant un certain âge, etc. Donc, ce n'est pas simple. Par contre, la liberté, avec la liberté, pour préparer les gens à être libres et à pouvoir utiliser ces plateformes, il y a tout un travail d'éducation à faire au préalable. Donc, du coup, c'est quelque chose d'hyper important à mener si on veut toujours avoir cette liberté et ne pas... pour moi, je ne suis pas du tout pour la sécurité vraiment restrictive, mais on est tous très intelligents. Si on est doté d'un minimum d'éléments, on pourrait être plus conscient et voilà. Après, quand je parlais vraiment de sécurité de technologie, c'était vraiment pour l'analyse d'énormes volumes, traquer les cybercriminels, donc tout ça passe par la technique. Voilà. Moi, j'ai l'impression que ce qui empêche pour l'instant qu'il y ait plus de limitations sur les réseaux et sur les IA, etc., c'est pas forcément de limiter la liberté des uns ou des autres, c'est plus des aspects financiers. Que ça coûterait beaucoup d'argent, justement, d'employer des ingénieurs supplémentaires pour s'occuper de cybersécurité. Ça coûterait beaucoup d'argent de former les policiers, les enseignants, les éducateurs, etc. Comment est-ce qu'on peut trouver un moyen avec l'IA, peut-être, de rendre ça rentable? Je ne sais pas comment dire ça, ou c'est peut-être pas avec l'IA, mais comment est-ce qu'on peut expliquer comment ça peut être rentable d'implémenter cette cybersécurité dans les systèmes? La partie éducation,
Là-dessus, moi, je resterai sur de l'humain. Oui, peut-être c'est coûteux, etc. Mais après, il faut le budgéter. Mais l'humain reste hyper important puisqu'on veut sensibiliser les étudiants sur le numérique. C'est pas pour qu'ils l'apprennent via une IA. Je pense que sur ce stade-là, il faut investir sur l'humain. Sur la cybersécurité, la cybercriminalité, beaucoup de choses maintenant avec des outils de pointe qui se basent sur l'IA. Toutefois, il faudra quand même investir sur des experts en cybersécurité parce que, bon voilà, le AI Act le dit, mais de façon tout à fait normale, on ne peut pas s'appuyer que sur l'IA. Donc il faudra quand même une supervision par-dessus par un des cyber-experts. Donc après, tout a un coût. Donc c'est simple de le dire, et je pense que c'est aussi ça qui bloque les choses. Par contre, on peut déjà commencer graduellement et tester des outils, innover. Donc c'est vraiment un mindset de se dire aujourd'hui, on ne peut plus se réfugier sur le fait de manque total de moyens parce qu'on peut vraiment, pour le coup, s'appuyer sur des technologies qui automatisent pas mal de tâches et du coup qui ne laissent plus que les tâches à valeur ajoutée pour l'humain. Voilà. Je pense que l'IA est une des réponses. Merci.